La nuit à Bordeaux, l'air frais pinçant ma peau nue sur le balcon, était le seul témoin de ma panique silencieuse. Julien était si près, si dangereusement près, ses yeux sombres plongeant dans les miens. Nos lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres l'une de l'autre, et je pouvais sentir son souffle chaud, le parfum cher de sa peau. Le temps s'était suspendu, chaque fibre de mon être hurlant de le laisser faire, de me pencher, de succomber à cette attraction absurde et irrésistible qui me torturait depuis des semaines. Mais non, je ne pouvais pas. Mon cœur battait la chamade, une douleur lancinante dans ma poitrine, mais mon corps obéissait à une volonté plus ancienne, plus ancrée. L'instinct de survie. Je me suis reculé, maladroitement, comme si j'avais touché une flamme brûlante. Je ne peux pas. Ma voix trahie était à peine un murmure. Comment en étais-je arrivé là, d'ailleurs? Dans cet hôtel de luxe, à 2 pas d'un homme qui représentait tout ce que ma vie n'était pas et ne serait jamais? C'était une longue histoire, pleine d'ironie amère et de décisions prises dans un état d'épuisement total. Je crois que c'était un mardi, ou peut-être un mercredi, fin de soirée. Il devait être près de 23 heures, j'en suis presque sûr. Je sortais de la bibliothèque Sainte-Geneviève, la tête pleine de concepts économiques flous et le corps vidé après 2 journées de suite à enchaîner les services au café. 4 heures de sommeil en 48 heures, c'est pas la gloire, croyez-moi. Je marchais comme un zombie, les yeux qui brûlaient, la seule chose qui me tenait éveillé étant l'idée d'un lit et d'un silence absolu. Mon Uber devait m'attendre. J'ai vu une voiture noire, une berline élégante, garée juste devant. Parfait, me suis-je dit, le cerveau en veille. Je n'ai même pas vérifié la plaque. Grave erreur, la plus belle erreur de ma vie, probablement. J'ai ouvert la porte arrière et je me suis glissé à l'intérieur, me sentant déjà chez moi, dans cet antre de cuir incroyablement doux. Bien trop doux pour un Uber, maintenant que j'y pense. Mais à ce moment-là, mon cerveau avait désactivé tous les signaux d'alarme. J'ai fermé les yeux, juste une seconde, pour laisser l'obscurité m'engloutir. Et je me suis endormi, profondément. C'était le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des semaines, sans rêve, sans souci, juste le vide réconfortant de l'épuisement enfin vainqueur. Jusqu'à ce que sa voix, grave et amusée, me tire de mon coma. Vous avez l'habitude de vous introduire dans les voitures d'inconnus? Où je suis spécial. Mes yeux se sont ouverts en un éclair, la panique me glaçant les veines. Un homme était assis juste à côté de moi. Costume de prix, un visage d'acteur, cheveux sombres impeccablement coiffés, et un sourire qui dégoulinait de sarcasme. Clairement pas un chauffeur de VTC. Autour de moi, la voiture n'était pas seulement luxueuse, elle était obscènement chère. Il y avait même un mini-bar intégré. Un mini-bar dans une voiture. Qui fait ça? C'est là que la réalité m'a frappé, comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un d'important. Un type blindé. Et vous avez ronflé pendant 20 minutes, a-t-il ajouté, avec une étincelle dans les yeux. Je voulais mourir sur le champ, me fondre dans le cuir moelleux du siège. Le genre de moment où tu voudrais que la terre s'ouvre pour t'engloutir. Je suis désolé, ai-je balbutié, ma voix enrouée par le sommeil et la honte. Je croyais que c'était mon Uber. Je n'essayais pas de m'introduire. Il a penché la tête, ce sourire agaçant toujours là. Techniquement, c'est exactement ce que vous avez fait. Et vous avez ronflé. Je ne ronfle pas. C'était un réflexe de fierté, stupide et inutile. Si, un peu, c'était presque mignon. Ses yeux pétillaient d'un amusement que je n'arrivais pas à décrypter. Voulait-il se moquer de moi ou je n'en savais rien? Mon cerveau était trop embrouillé pour analyser. C'est là que j'ai réalisé qui il était, de par son allure, la voiture, l'aura de pouvoir maîtriser qu'il dégageait. Ce n'était pas n'importe quel homme riche, c'était le riche.
Vous n'êtes pas un chauffeur Uber. Absolument pas. Il s'est adossé, parfaitement à l'aise, tandis que mon cœur battait la chamade. Je suis Julien Leblanc et c'est ma voiture que vous avez braquée pendant votre sieste. Le nom ne me disait rien à ce moment-là, mais la façon dont il l'a prononcé rendait évident qu'il aurait dû me dire quelque chose. Je suis tellement, tellement désolé. Les mots se bousculaient, sortant dans un souffle paniqué. J'ai travaillé toute la journée, étudié toute la nuit, j'attendais mon Uber. Je me suis arrêté, prenant une profonde inspiration, essayant de récupérer un semblant de dignité. Je vais descendre maintenant. Désolé pour le dérangement. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte. Sa voix m'a arrêté. Il est 23h30. Dans quel quartier êtes-vous? Ce ne sont pas vos affaires. La réponse est sortie plus sèchement que prévu. L'épuisement me rendait sarcastique, une sorte de mécanisme de défense automatique. Il a ri. Un rire profond et authentique qui a fait quelque chose d'étrange à mon estomac. Soit, mais étant donné que vous avez dormi dans ma voiture, je pense pouvoir m'inquiéter un minimum de votre sécurité. Laissez-moi vous ramener. Je n'ai pas besoin de charité. Ma fierté, stupide et obstinée, a refait surface. Ce n'est pas de la charité. Julien s'est penché un peu plus près et soudain l'espace dans la voiture a semblé plus petit, plus chaud. C'est du bon sens. Il est tard. C'est dangereux. Et techniquement, vous êtes déjà dans une voiture, même si ce n'est pas la bonne. J'aurais dû refuser. J'aurais dû sortir de là et commander un autre Uber. Mais la vérité, c'est que j'étais exténué, terrifié à l'idée de marcher seul à cette heure. Et quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il me regardait, a fait que mon instinct de survie s'est un peu relâché. D'accord, ai-je cédé en grognant, mais si vous êtes un tueur en série, je serais vraiment énervé. Notez. Son sourire s'est élargi quand il a tapoté sur la vitre qui nous séparait du chauffeur. Pierre, on peut y aller. La voiture a démarré avec une fluidité dont mon Uber partagé ne pourrait jamais rêver. J'ai donné mon adresse au chauffeur, essayant d'ignorer le regard perspicace de Julien. Alors, sa voix a brisé le silence un peu trop confortable. Pourquoi tant d'épuisement? Normalement, je ne raconte pas ma vie à un inconnu, mais il y avait quelque chose dans sa façon de demander, une curiosité sincère plutôt que condescendante, qui m'a poussé à répondre. Étudiante à temps plein, 2 boulots. Je dors 4 ou 5 heures par nuit, quand j'ai de la chance. C'est intenable. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une observation. La richesse, ça doit être sympa, mais certains d'entre nous doivent travailler pour survivre. Le sarcasme, encore et toujours, mon bouclier préféré. À ma surprise, il a ri de nouveau. Touché, mais vous vous tuez à la tâche, littéralement. Et vous? Je me suis tourné vers lui, croisant ses yeux sombres, rivés sur moi. Je parie que vous travaillez 80 heures par semaine et que vous dormez encore moins que moi. Peut-être. Un sourire réticent a courbé ses lèvres. Mais au moins, j'ai le choix. La vérité de ces mots m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. J'ai détourné le regard, observant les rues défiler par la fenêtre. On approchait de mon quartier et j'ai vu l'expression de son visage changer en regardant autour de lui. Vieux immeuble, rue mal éclairée, graffiti sur les murs. Ce n'était pas le pire endroit du monde, mais ce n'était clairement pas le genre d'endroit où quelqu'un comme Julien Leblanc vivait. La voiture s'est arrêtée devant mon immeuble, et j'étais déjà en train de tendre la main vers la poignée quand il a repris la parole. J'ai besoin d'une assistante personnelle. C'est bien payé et les horaires sont flexibles. J'ai figé, ma main toujours sur la porte. Je me suis tourné lentement vers lui. Quoi? Vous avez bien entendu. Julien a sorti une carte de la poche intérieure de sa veste et me l'a tendue. J'ai besoin de quelqu'un pour organiser mon emploi du temps, répondre aux emails, gérer la maison quand je voyage. Et vous avez manifestement besoin d'argent et d'un travail qui ne vous tuera pas d'épuisement. Je n'ai pas besoin de charité, ai-je répété, mais cette fois les mots sonnaient plus faibles. Et ce n'est pas de la charité, Marie.
Son utilisation de mon prénom m'a surprise jusqu'à ce que je réalise qu'il l'avait probablement vu sur l'identification Uber de l'application. C'est un accord équitable. J'ai vraiment besoin d'aide. Et vous avez vraiment besoin d'un meilleur travail. Rien de plus. J'ai pris la carte, sentant le papier luxueux entre mes doigts. Je ne promets pas d'appeler. Je ne demande pas de promesses. Il s'est adossé, l'air de pouvoir maîtriser de retour. Réfléchissez-y. Je suis sorti de la voiture en silence, le regardant s'éloigner dans la nuit. J'ai monté les 3 étages jusqu'à mon petit appartement. J'ai laissé tomber mon sac par terre et j'ai regardé la carte dans mes mains. Julien Leblanc, PDG avec un numéro de téléphone et une adresse professionnelle en lettres dorées en relief. Sophie, ma colocataire et meilleure amie, est sortie de sa chambre, les cheveux noués en un chignon désordonné. « Ça va? Tu es en retard. » Je suis monté dans la mauvaise voiture. J'ai jeté la carte sur la table basse et je me suis effondré sur le vieux canapé. Et le propriétaire de la voiture m'a proposé un travail. Quoi? Sophie a saisi la carte, ses yeux s'écarquillant. Attends, Julien Leblanc, le milliardaire Julien Leblanc. C'est un milliardaire. J'ai fermé les yeux, l'épuisement m'attirant. Marie, c'est l'un des PDG les plus riches de Paris. Et tu as dormi dans sa voiture. Sophie a éclaté de son rire bruyant qui me faisait toujours rire avec elle. Il n'y a que toi pour ça. Pendant les 3 jours suivants, j'ai essayé d'ignorer la carte. J'allais au travail, j'allais en cours, j'étudiais, je survivais, mais le loyer était en retard. Mon manager au café réduisait mes heures. Et j'étais tellement fatigué que j'ai failli m'évanouir pendant un examen. Sophie a trouvé la carte, toujours sur la table basse. Tu es une idiote si tu n'appelles pas ce type. C'est de la charité, ai-je protesté faiblement. C'est un travail, un qui paie mieux et qui ne te tuera pas. Elle m'a regardé avec cette expression qui n'acceptait aucun argument. Ta fierté va-t-elle payer le loyer? Non, elle ne le ferait pas et elle le savait. J'ai composé le numéro le lendemain, mes doigts tremblant légèrement. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix grave et reconnaissable. Leblanc. C'est Marie-Thérèse, la fille qui s'est introduite dans votre voiture. J'ai essayé de paraître confiante et j'ai probablement échoué lamentablement. Il y a eu une pause, puis ce rire grave que je reconnaissais. Je ne pensais pas que vous appelleriez. Moi non plus, mais j'ai plus besoin d'argent que de fierté, apparemment. L'honnêteté brutale était parfois plus simple. Quand pouvez-vous commencer? Demain, ai-je proposé, espérant que ce ne serait pas trop tôt. Parfait, je vous envoie l'adresse. Commencez à 9 heures. Le lendemain, sa voiture est venue me chercher. Pas Julien, juste Pierre, le chauffeur, qui m'a salué poliment et m'a conduite à une maison de maître qui m'a fait remettre en question tous mes choix de vie. C'était indécent. 3 étages d'ostentation pure, des jardins parfaitement entretenus, une fontaine de vent qui coûtait probablement plus cher que toutes mes études universitaires. Je me sentais complètement déplacé en marchant vers la porte d'entrée. Une femme d'une 60aine d'années m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Cheveux gris tirés en un chignon élégant, des yeux gentils qui m'ont évalué rapidement. « Vous devez être Marie. Je suis Madame Dubois, la gouvernante. » Elle a ouvert la porte plus grand. « Entrez, ma chère. Monsieur Leblanc est dans son bureau. » L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Haut plafond, œuvres d'art au mur qui valaient probablement des fortunes, des sols en marbre si polis que je pouvais y voir mon reflet. J'ai suivi Madame Dubois à travers les couloirs jusqu'à de doubles portes, un acajou. Elle a frappé doucement. « Monsieur Leblanc, Mademoiselle Torres est arrivée. » « Entrez. » Sa voix est venue de l'autre côté et mon estomac a fait un drôle de salto. Julien était derrière un bureau massif, les doigts sur le clavier de son ordinateur portable, mais ses yeux se sont levés quand je suis entré. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras qui étaient, distrayants. Ce sourire sarcastique est apparu quand il m'a vu.
Mais il y avait autre chose dans ses yeux. De la satisfaction? Peut-être. Vous n'avez pas fui, a-t-il commenté en se levant. J'ai besoin d'argent, ai-je répondu directement. Honnête, j'aime ça. Il a contourné le bureau, s'approchant un peu trop à mon goût. Devons-nous discuter des conditions? Nous avons passé l'heure suivante à parler des responsabilités, à organiser son emploi du temps chaotique, à répondre aux emails non urgents, à coordonner avec Madame Dubois pour la maison, à gérer les voyages. Le salaire qu'il offrait était 3 fois ce que je gagnais avec mes 2 boulots combinés. C'est trop généreux, je n'ai pas pu m'empêcher de dire. C'est juste pour le travail. Julien m'a regardé directement. Et je veux que ce soit clair, Mary. C'est un travail, pas une faveur. Vous allez travailler. Vous allez gagner votre salaire. Rien de plus. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu à ces mots. Compris. Excellent. Il m'a tendu la main. Bienvenue dans l'équipe. Quand nos peaux se sont touchées, paume contre paume, j'ai senti un courant électrique remonter mon bras. À son regard, il l'a ressenti aussi, mais nous avons tous les deux fait semblant que rien ne s'était passé. Relâchant nos mains une seconde de trop, au-delà du professionnel. C'était du travail, juste du travail. Je me le répétais sans cesse alors que Madame Dubois me montrait le bureau qui serait le mien. Alors que Julien m'expliquait son système d'organisation chaotique. Alors que nos yeux se croisaient accidentellement plusieurs fois pendant la journée. Juste du travail, même si quelque chose au fond de mon esprit me murmurait que dormir dans cette mauvaise voiture avait tout changé. Les premières semaines à travailler pour Julien Leblanc ont été une révélation sur l'épuisement que pouvait engendrer un chaos organisé. Son emploi du temps était un véritable cauchemar de réunions qui se chevauchaient, de rendez-vous en double et de rappels qui n'avaient absolument aucun sens. Julien, appelé monsieur à propos du truc, n'était pas vraiment spécifique, mais j'ai vite découvert que monsieur était Marcus, son avocat, et que le truc était une fusion de plusieurs millions d'euros. Je me suis jeté dans le travail avec la même intensité que je mettais dans ma vie. J'ai entièrement réorganisé son emploi du temps, créant un système codé par couleur que même un enfant pourrait suivre. J'ai répondu aux emails non urgents avec un professionnalisme que je ne me connaissais pas, séparant l'important du bruit. La maison, avec l'aide et les conseils de Madame Dubois, fonctionnait comme une horloge suisse sous ma direction. Julien était impressionné. Je pouvais le voir dans ses yeux quand il examinait mon travail. Dans cette façon dont son sourcil se levait légèrement avant qu'il ne hoche la tête en signe d'approbation silencieuse. Mais cette impression ne se traduisait pas par une proximité. Il maintenait une distance professionnelle quasi militaire, travaillant 16 heures par jour, partant tôt et rentrant tard, interagissant à peine avec moi au-delà de brèves instructions directes. Annuler la réunion de 15 heures, reporter l'appel de Tokyo. J'ai besoin des rapports financiers pour demain. Des ordres donnés en marchant dans les couloirs, sans jamais regarder en arrière, toujours en mouvement. Comme si s'arrêter signifiait admettre qu'il était humain et non une machine d'entreprise infatigable. J'aurais dû être reconnaissante pour cette distance. Cela rendait plus facile d'ignorer la façon dont mon estomac se nouait lorsque je l'entendais rentrer tard le soir. Cela rendait plus facile de faire semblant de ne pas prêter attention au bruit de ses pas à l'étage, au grincement de sa chaise de bureau, quand il s'asseyait enfin pour travailler un peu plus avant de dormir. Mais il y avait des moments, petits, fugaces, impossibles à ignorer complètement, comme ce mardi à 2 heures du matin, quand je suis descendu à la cuisine pour prendre de l'eau et étudier un peu. J'avais des examens qui approchaient, et le silence de la maison aux premières heures était parfait pour se concentrer. J'ai allumé seulement la lumière au-dessus de l'îlot de cuisine, j'ai étalé mes livres et mes cahiers, et je me suis perdu dans les théories économiques que je devais mémoriser. Le sommeil est pour les faibles. Sa voix m'a fait sursauter sur ma chaise. Julien était à l'entrée de la cuisine, pieds nus,
ne portant qu'un jogging et un T-shirt qui moulait son corps de manière que mon cerveau fatigué n'aurait pas dû remarquer. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait passé 1000 fois les mains dedans, et il y avait une ombre de barbe sur sa mâchoire qui n'était pas là le matin. Dit la personne qui étudie à 2 heures du matin. Il s'est approché, a pris une bouteille d'eau dans le frigo et s'est appuyé contre l'îlot en face de moi, trop près. Ou peut-être était-ce juste l'heure, le calme de la maison, la façon dont la lumière tamisée créait des ombres sur son visage qui le faisait paraître moins un PDG et plus un simple homme. J'ai un examen demain, ou aujourd'hui, techniquement. J'ai baissé les yeux sur mon livre, faisant semblant de lire la même ligne que j'avais déjà lue 5 fois. Et vous? Pourquoi êtes-vous debout? Proposition pour des investisseurs, il faut qu'elle soit parfaite. Julien a bu une gorgée d'eau, sa gorge bougeant d'une manière que mes yeux ont involontairement suivi. Vous vous tuez à étudier et à travailler encore. Et vous vous tuez à travailler encore. J'ai renvoyé le sarcasme, levant les yeux pour croiser les siens. Au moins, j'ai l'excuse de payer mes études. Il a souri. Pas ce sourire poli de PDG, mais quelque chose de plus authentique qui a éclairé ses yeux sombres et a fait apparaître une fossette au coin de sa bouche. Touché. Nous sommes restés là un instant qui a duré trop longtemps et pas assez. L'air entre nous était épais, chargé de quelque chose qu'aucun de nous ne voulait nommer. Puis Julien s'est redressé, la distance professionnelle revenant comme un masque. Ne veillez pas trop tard, j'ai besoin de vous opérationnel demain. Oui, monsieur. La réponse est venue automatiquement, mais avec une touche d'ironie qui l'a fait secouer la tête en quittant la cuisine. J'aurais dû reprendre mes études. Au lieu de ça, je suis resté assise à fixer l'embrasure vide de la porte, mon cœur battant un peu plus vite que ce que la caféine seule justifiait. Madame Dubois a commencé à le remarquer. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. La femme avait des yeux d'aigle et des décennies d'expérience pour lire les gens. Le jeudi suivant, alors que j'organisais des papiers dans le bureau principal, elle est apparue avec du thé et ce sourire entendu qui me donnait envie de me cacher. Vous faites un travail merveilleux ici, ma chère. Elle a posé la tasse à côté de moi, s'asseyant dans le fauteuil voisin. Monsieur Leblanc est bien plus organisé. Il l'a même mentionné hier. C'est mon travail. J'ai gardé ma voix neutre, me concentrant sur les documents. En 10 ans à travailler dans cette maison, je n'ai jamais vu Monsieur Leblanc rire, a dit Madame Dubois avec désinvolture, mais j'ai senti le poids des mots. Jusqu'à votre arrivée. Maintenant, il rit. Pas beaucoup, mais il rit. Vous le faites rire. La chaleur m'est montée au cou. C'est juste que nous sommes sarcastiques. On s'accorde dans ce sens. Ma chère, j'ai vu passer beaucoup d'assistantes ici. Certaines jolies, certaines intelligentes, certaines les deux. Aucune d'elles ne l'a fait regarder de la manière dont il vous regarde. Son sourire était gentil, maternel. Je dis juste que certains patrons et employés transcendent ces définitions. Madame Dubois, j'ai commencé, mais je ne savais pas comment finir, comment expliquer que je ne pouvais pas penser comme ça, que j'avais besoin de ce travail, de cette stabilité, et que mélanger les sentiments serait désastreux. C'était juste du travail. Il fallait que ce soit juste du travail. Elle a hoché la tête, mais le sourire n'a pas disparu. Bien sûr, ma chère, tout ce que vous dites. Quelques jours après, le destin a décidé de me mettre à l'épreuve, juste pour voir si je pouvais garder cette distance professionnelle. Je me souviens d'un matin, c'était d'un lundi, j'en suis sûr. Je me suis réveillé comme si un camion m'avait roulé dessus 2 fois. Gorge irritée, tête qui martelait et chaque muscle du corps qui me faisait mal, bien au-delà de la simple fatigue. J'ai gobé des médicaments, bu du café comme si c'était la panacée universelle, et je suis allé travailler quand même. Pas question de louper une journée, pas si tôt, pas quand j'avais enfin un boulot qui payait les factures et me rendait un semblant de dignité. Julien avait des réunions toute la journée,
ce qui voulait dire que j'arrivais à me cacher dans mon bureau, répondant aux emails et organisant les dossiers, frissonnant sous le cardigan que j'avais enfilé sur ma blouse. La température de la maison était parfaite. C'était mon corps qui me lâchait. J'ai réussi à tenir jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est à ce moment-là que Julien est rentré d'un déjeuner d'affaires, est entré dans mon bureau pour demander un dossier et s'est arrêté net. « Ça va? » Sa voix avait une pointe d'inquiétude que je ne lui connaissais pas. « Parfaitement, » ai-je menti, essayant de ne pas remarquer que les lettres sur l'ordinateur étaient un peu floues. « Quel dossier avez-vous besoin? » Il s'est approché et, avant que je ne puisse protester, il a posé sa main sur mon front. Sa paume était fraîche contre ma peau brûlante et le contact était si inattendu que je me suis figé complètement. « Vous êtes brûlante. Pourquoi travaillez-vous? » « Parce que c'est mon travail. » Je me suis retiré de sa main, même si la partie irrationnelle de mon cerveau voulait fondre à ce contact. « Ça va? » Non. Son ton est passé de l'inquiétude à l'autorité en une seconde. « Vous allez arrêter de travailler maintenant. Allez dans la chambre d'amis et reposez-vous. Ce n'est pas une demande. »« Julien, je ne peux pas. » J'ai commencé à protester, mais il m'a coupé. « Je vous paye même quand vous êtes malade. Allez dans la chambre d'amis, maintenant. » Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à l'argumentation. Cette voix de PDG qui déplaçait des millions et concluait des affaires. Je vais demander à Madame Dubois de préparer le lit. Ma fierté voulait se battre. Mon corps, traître, voulait pleurer de gratitude. Finalement, j'ai juste hoché la tête, me levant lentement parce que la pièce tournait. Julien a automatiquement tendu le bras, tenant mon coude pour me stabiliser. « Pouvez-vous marcher? » L'inquiétude était revenue dans sa voix. Je le pouvais, mais je l'ai laissé me guider quand même, la chaleur de sa main sur mon bras étant la seule chose qui me semblait réelle, alors que nous montions les escaliers. Madame Dubois préparait déjà le lit quand nous sommes arrivés, son expression maternelle et inquiète. « Pauvre petite, elle travaille trop. Ne mange pas correctement. Je vais faire de la soupe. » Je me suis enfoncé dans le matelas moelleux, tirant la couverture jusqu'à mon menton. Même si j'étais habillé, la pièce tournait légèrement, et j'ai fermé les yeux pour que ça s'arrête. J'ai entendu des voix basses, Madame Dubois et Julien parlant à la porte, mais les mots se mélangeaient en un bourdonnement incompréhensible. J'ai dormi profondément, sans rêve, le genre de sommeil qui arrive quand le corps abandonne enfin le combat. Je me suis réveillé au son d'une porte s'ouvrant doucement. La lumière était plus faible maintenant. La pièce baignait dans la lueur dorée de la fin d'après-midi. Julien entrait, portant un plateau avec un bol fumant. « Madame Dubois a fait de la soupe. » Il a posé le plateau sur la table de chevet, s'asseyant sur le bord du matelas d'une manière qui faisait légèrement s'enfoncer le matériau vers lui. « Il faut que vous mangiez quelque chose. » C'est elle qui l'a fait, mais c'est vous qui l'avez apporté, ai-je observé. Ma voix était toujours un peu rauque. Un sourire a touché ses lèvres. J'ai insisté. Elle a résisté. J'ai payé plus. Littéralement, je n'ai pas pu m'empêcher de rire, ce qui s'est transformé en tout. Figurativement, mais elle a compris. Julien a pris le bol et me l'a tendu. « Il faut que vous arrêtiez de vous tuer à la tâche, » dit le bourreau de travail qui dort 4 heures par nuit et travaille le week-end. J'ai accepté le bol, mais je l'ai regardé par-dessus. « Vous n'avez aucune autorité morale ici. » Touché. Ce sourire encore, authentique et désarmant. Mais au moins, je le choisis. Vous le faites parce que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Parce que je n'en ai pas. L'honnêteté est sortie avant que je ne puisse la censurer. Les études ne se payent pas toutes seules. La vie ne se paye pas toute seule. Je sais. Sa voix est devenue plus douce. Mais vous travaillez pour moi maintenant. Et une partie de mon travail en tant qu'employeur est de m'assurer que vous ne mourrez pas d'épuisement dans mon bureau. Ça ferait très mauvais sur mon CV. J'ai ri de nouveau, plus prudemment cette fois, comme c'est attentionné. J'ai mangé la soupe en silence pendant que Julien restait assis sur le bord du lit.
Ça aurait dû être étrange, cette intimité forcée par la maladie et l'inquiétude. Mais ça ne l'était pas. C'était confortable, dangereusement confortable. Mieux, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Mieux. J'ai rendu le bol et nos doigts se sont touchés brièvement lors du transfert. Cet éclair d'électricité à nouveau, courant sur ma peau, faisant rater un battement à mon cœur. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Sa main était toujours près de la mienne, si près que je sentais la chaleur de sa peau. Il aurait été si facile de réduire cette distance, d'entrelacer nos doigts, d'admettre que cela, quoi que cela fût, était plus que professionnel. Julien s'est éloigné le premier, se levant rapidement et attrapant le plateau. « Reposez-vous. Je viendrai voir comment vous allez plus tard. » Julien, je ne savais pas ce que j'allais dire. Merci. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, restez. Reposez-vous, Marie. Il s'est arrêté à la porte, se retournant. C'est un ordre de votre patron. Et puis il est parti, me laissant seul avec un cœur battant trop vite et des pensées qui n'étaient définitivement pas appropriées pour une employée pensant à son patron. Sophie est venue me voir le lendemain. Julien avait dû l'appeler, car ma meilleure amie est arrivée les yeux grands ouverts et une expression mêlant inquiétude et pure incrédulité. « Cette maison est obscène. » Tels furent ses premiers mots quand Madame Dubois la conduisit à la chambre où j'étais. « Comment tu fais pour travailler ici et rester saine d'esprit? » Ma voix était toujours un peu faible, mais je me sentais bien mieux après 16 heures de sommeil. « Merci d'être venu. Julien Leblanc m'a personnellement appelé pour me dire que tu étais malade. Bien sûr que je suis venu. » Elle s'est assise sur le lit, étudiant mon visage. Et aussi pour voir l'homme qui est clairement obsédé par toi. Il n'est pas obsédé. C'est juste un bon patron. Même en prononçant ces mots, il sonnait faux à mes propres oreilles. Marie. Sophie a pris ma main. Il a appelé personnellement. Il n'a pas envoyé d'assistant ou de secrétaire. Il a lui-même composé mon numéro et t'a décrite dans les moindres détails, ce qui suggère qu'il a été très attentif à toi. Avant que je ne puisse répondre, la porte s'est ouverte. Julien est entré, s'est arrêté en voyant Sophie et quelque chose d'intéressant a traversé son visage. Surprise? Mal-être d'être interrompu. Désolé, je ne savais pas que vous aviez de la visite. Il m'a regardé. Comment vous sentez-vous? Mieux, merci. Ma voix est sortie plus douce que je ne l'avais voulu. Sophie a jeté un œil entre nous deux et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Monsieur Leblanc, puis-je vous parler un instant dehors? Julien a eu l'air sincèrement surpris, mais a hoché la tête. Bien sûr. Ils sont sortis et à travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu la voix de Sophie, basse mais claire. Sophie avait le don d'être directe et franchement, ça me sidérait parfois sa capacité à aller droit au but. Quand elle est sortie avec Julien, je n'entendais pas grand-chose, mais ses premiers mots m'ont fait dresser l'oreille. « Vous l'aimez, Monsieur Leblanc. » Il a commencé à répondre. « Mademoiselle Park. » Mais Sophie, elle, ne se laissait pas intimider par son statut ou son nom. Elle a coupé court, je l'entendais presque lever les yeux au ciel. « Ne me parlez pas de formalité. Vous l'aimez. C'est évident dans la façon dont vous la regardez. Dans la façon dont vous m'avez appelé inquiet, dans la façon dont vous êtes ici au lieu d'être dans votre bureau à travailler comme toujours. » Un silence. J'ai senti mon cœur battre douloureusement fort contre mes côtes. Puis, la voix de Julien, basse et fatiguée. J'aurais donné cher pour voir son visage à ce moment-là. C'est compliqué. Sophie a ri, sans aucune forme d'humour. Son rire, je le connaissais bien, c'était le signe qu'elle était à bout de patience. Compliqué? Vous êtes un horrible menteur pour un milliardaire. Elle travaille pour vous et elle mérite plus que ça. Plus que ça, quoi? La voix de Sophie était encore plus cinglante. Un homme riche qui se soucie clairement d'elle, qui s'assure qu'elle mange correctement et se repose,
qui la regarde comme si elle était la personne la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Marie a été pauvre toute sa vie. Ce qu'elle mérite, c'est quelqu'un qui la voit vraiment. Et vous la voyez. Je n'ai pas entendu sa réponse. La porte s'est refermée complètement. Quand Sophie est revenue, son sourire était bien trop satisfait. J'ai planté la graine. Quelle graine? Ai-je demandé, mais je connaissais déjà la réponse. La graine du doute, du questionnement, du « et si ?» Elle a repris ma main. Parce que vous êtes deux idiots à danser l'un autour de l'autre, et il fallait bien que quelqu'un pousse. Je n'ai rien dit. J'ai juste fixé la porte fermée, et je me suis demandé si Julien était de l'autre côté, pensant aux mêmes choses impossibles que moi. 2 mois sont passés dans un tourbillon d'emploi du temps organisé, d'emails répondus et d'une routine qui aurait dû devenir confortable, mais qui en était loin. La tension entre Julien et moi grandissait chaque jour, silencieuse et inévitable, comme une tempête à l'horizon. De petits moments s'accumulaient, des regards qui duraient une seconde de trop, des mains qui se frôlaient presque et passant des documents. Des conversations qui commençaient professionnelles et finissaient dangereusement personnelles. Je suis devenu une experte à faire semblant de ne pas remarquer, de ne pas sentir mon pouls s'accélérer quand il entrait dans le bureau, de ne pas prêter attention à l'odeur de son parfum quand il passait trop près, de ne pas compter les heures jusqu'à ce qu'il rentre tard le soir, juste pour que nous puissions échanger quelques mots avant de nous séparer dans nos coins respectifs de la maison. La routine était établie. Le professionnalisme, théoriquement, aussi. Mais les fissures dans le mur que nous avions construit devenaient impossibles à ignorer. J'ai besoin que vous veniez avec moi à Bordeaux, a annoncé Julien un jeudi, entrant dans mon bureau avec cette énergie contrôlée qui signifiait une affaire importante. Réunion avec des investisseurs potentiels. Ce sera crucial et j'ai besoin que vous organisiez les documents. Assurez-vous que tout soit parfait. Quand? Ai-je demandé, ouvrant déjà le calendrier. Demain, nous serons de retour dimanche. Il s'est appuyé contre le bureau, cette posture désinvolte qui faisait tendre les muscles de ses bras sous sa chemise. Cool, je sais que c'est un court préavis. Pas de problème, je m'occupe de tout. J'ai gardé ma voix professionnelle, même si l'idée de voyager avec lui, de passer des journées entières en sa compagnie sans les barrières de la maison et de la routine, faisait quelque chose d'étrange à mon estomac. Le vol du lendemain a été ma première expérience en jet privé. J'ai essayé de ne pas paraître impressionné en montant les marches et en entrant dans ce qui ressemblait plus à un salon volant qu'à un avion. Siège en cuir crème, table en acajou, même un espace de travail complet avec des ordinateurs et une imprimante. Première fois, a demandé Julien, ce sourire entendu sur ses lèvres alors qu'il me regardait essayer de paraître naturel. Est-ce que c'est si évident? Je me suis assise dans un des sièges, m'enfonçant dans le cuir absurdement confortable. Je voyage habituellement en classe économique, serré entre un bébé qui pleure et quelqu'un qui a volé la coudoir. Il a ri, s'asseyant en face de moi. Bienvenue de l'autre côté. Les bébés sont strictement interdits. Le vol est passé trop vite. Nous avons travaillé la plupart du temps, révisant des présentations et des chiffres, mais il y a eu des moments de pause où nous avons juste parlé de choses sans importance. De petites choses comme des chansons préférées et des aliments que nous détestions. Le genre de conversation que des gens normaux ont, pas un patron et son employé. L'hôtel à Bordeaux était, comme on pouvait s'y attendre, un 5 étoiles. Le hall avait plus de marbre que tout mon ancien quartier réuni. Le gérant nous a accueillis personnellement, un sourire professionnel figé sur son visage alors qu'il nous conduisait à l'étage supérieur. Vos suites, Monsieur Leblanc, il a ouvert 2 portes adjacentes, les plus belles de l'hôtel, comme demandé, avec des balcons communicants. Ma suite était plus grande que l'appartement que je partageais avec Sophie. Lit king size, paire de bain en marbre, avec une baignoire séparée, salon avec vue sur la ville, tout impeccable, cher, intimidant. J'ai rangé mes affaires rapidement
et j'ai rejoint Julien dans sa chambre pour revoir les plans du dîner d'affaires de cette nuit. Il était au téléphone quand je suis entré, me faisant signe de m'asseoir pendant qu'il terminait un appel en mandarin parfait. Une chose de plus que je ne savais pas sur lui, ajoutée à la liste croissante de détails fascinants. Dîner à 20 heures, il a raccroché, retirant sa veste et la jetant sur le fauteuil. Les manches de sa chemise étaient déjà retroussées jusqu'au coude, révélant ses avant-bras que j'avais appris à ne pas regarder directement. Les investisseurs sont traditionnels, conservateurs. Il faut les impressionner. Vous impressionnez toujours. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les filtrer. Ses yeux ont rencontré les miens, quelque chose de non dit passant entre nous. Votre confiance est motivante. Le restaurant était sophistiqué et calme, le genre d'endroit où chaque fourchette avait un but précis et le vin coûtait plus cher que des frais de scolarité. J'étais là pour prendre des notes discrètes, observer les réactions, être invisible, mais utile. Les 3 investisseurs étaient des hommes âgés, des costumes chers et des montres qui coûtaient probablement aussi cher que des voitures. La conversation a coulé sur les chiffres et les projections. Julien naviguait les questions avec l'aisance de quelqu'un né pour ça. Je prenais des notes sur les points importants sur ma tablette, à moitié cachée au bout de la table. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'un des investisseurs, un homme nommé Richard, aux cheveux gris et au sourire onctueux, décide de m'inclure dans la conversation. Leblanc, on ne plus d'excellents chiffres. Vous avez d'excellents goûts en assistance, belle et efficace, j'imagine. L'atmosphère s'est figée. Ou peut-être n'était-ce que moi. Tout mon corps se tendant à la façon irrespectueuse dont il parlait, comme si j'étais un accessoire décoratif plutôt qu'une professionnelle. La posture de Julien a changé subtilement. Sa mâchoire s'est tendue, ses yeux se sont assombris, et quand il a parlé, sa voix avait un tranchant de glace qui n'était pas là avant. Mademoiselle Torres est mon assistante exécutive parce qu'elle est la meilleure dans ce qu'elle fait. Ses mérites professionnels sont inégalés. Maintenant, à propos des chiffres du 3e trimestre, le changement de sujet était ferme, ne laissant aucune place à l'argumentation. Richard a reculé, réalisant clairement qu'il s'était aventuré en territoire dangereux. Le reste du dîner s'est déroulé sans autre commentaire inapproprié, mais la tension est restée sous la surface polie. Dans l'ascenseur de retour à la chambre, enfin seul, j'ai relâché le souffle que je retenais. Vous n'aviez pas besoin de me défendre. Je peux gérer ce genre de commentaires. Julien m'a regardé, son expression grave. Je sais que vous le pouvez, mais je n'aime pas que les gens parlent de vous de cette façon. Pourquoi? La question est sortie plus vulnérable que je ne l'avais voulu. Un silence, lourd, chargé, rempli de choses qu'aucun de nous ne disait. Ses yeux sur les miens, sombres et intenses dans la lumière tamisée de l'ascenseur. Sa respiration a changé, est devenue plus profonde, et j'ai réalisé que nous étions trop près, que l'espace entre nous se réduisait sans que je m'en rende compte. L'ascenseur s'est arrêté avec un léger à-coup. Les portes se sont ouvertes sur notre étage. Le moment s'est brisé comme du verre. « Bonne nuit, Marie. » Julien est sorti le premier, sa voix tendue. « Reposez-vous. Demain sera long. » Je suis entré dans ma suite sans me retourner, fermant la porte et m'y appuyant. Mon cœur battait irrégulièrement. Mes mains tremblaient légèrement. Cela devenait dangereux. Non pas la façon dont il m'avait défendu, mais la façon dont je me sentais quand il le faisait. Protégé, valorisé, vu. Je me suis changé. J'ai essayé de dormir. J'ai lamentablement échoué. À 23h30, j'étais sur le balcon. L'air frais d'octobre aidant à éclaircir ma tête confuse. La ville scintillait en contrebas, les lumières s'étirant jusqu'à l'horizon. Un coup à la porte de ma suite m'a fait sursauter. Par le Judas, j'ai vu Julien debout dans le couloir, les mains dans les poches, les cheveux en désordre, comme s'il avait passé les doigts dedans à plusieurs reprises. J'ai ouvert la porte. « Tout va bien? »« Je n'arrive pas à dormir. »
Il m'a regardé, vulnérable d'une manière que je voyais rarement. « Voulez-vous parler ?» C'était étrange qu'il demande de la compagnie. Julien Leblanc, l'homme qui travaillait seul jusqu'aux petites heures du matin, qui gardait ses distances avec tout le monde, était à ma porte, demandant à parler. « Le balcon », ai-je indiqué de la tête. « J'ai remarqué que les nôtres sont communicants. » Nous sommes sortis dans l'air froid, nous asseyant dans les confortables fauteuils fournis par l'hôtel. La ville pulsait en contrebas, distante et surréaliste. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Nous avons juste existé dans le même espace sans les barrières habituelles. Mes parents sont vivants, a rompu Julien le silence brusquement. Mais ils pourraient tout aussi bien ne pas l'être. Ils appellent pour mon anniversaire, à Noël, envoient des cadeaux chers qui prouvent qu'ils ne me connaissent pas. C'est solitaire de grandir dans une maison pleine de tout sauf d'affection. Je l'ai regardé, surprise par cette honnêteté brute. C'est pour ça que vous travaillez autant, pour combler le vide. Et vous? Il s'est tourné vers moi. Pourquoi vous tuez-vous à la tâche? La réponse est restée coincée dans ma gorge pendant une seconde. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Tout le monde supposait que c'était juste une nécessité financière. Mes parents sont morts quand j'avais 14 ans. Accident de voiture. Je suis passé par le système de placement. J'ai rebondi entre plusieurs foyers jusqu'à mes 18 ans. J'ai appris que la seule personne à qui je pouvais faire confiance, c'était moi-même. Que personne n'allait me sauver, alors je devais me sauver. Marie, sa voix est devenue plus douce. Je travaille autant parce que j'ai peur, ai-je continué, les mots coulant maintenant qu'ils avaient commencé. Peur de redevenir cette fille sans rien. Peur de dépendre de quelqu'un et qu'il parte. Peur de ne pas être suffisante. Vous êtes plus que suffisante. Julien s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Vous êtes extraordinaire et ça me fait peur de voir à quel point j'y pense. Mon cœur a fait un bond. Julien, vous êtes la première personne depuis des années qui me voit comme un être humain, a-t-il poursuivi, regardant la ville mais me parlant, pas comme un distributeur de billets ou un contact professionnel utile. Vous me contredisez, vous vous moquez de moi, vous me défiez. C'est rafraîchissant, addictif. Vous êtes la première personne qui m'a aidé sans me faire sentir inférieur, ai-je admis doucement, qui m'a offert une opportunité au lieu de la charité, qui me traite en égal même si nous ne le sommes clairement pas. Il s'est tourné vers moi si vite que j'ai sursauté. Nous sommes égaux. L'argent ne change rien à ça. Vous êtes l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Tout ce que vous avez accompli, vous l'avez fait seul. Moi, je suis juste né dans la bonne famille. Nous étions de nouveau trop près. Je pouvais compter les variations de couleurs dans ses yeux, voir la façon dont son pouls battait à son cou. Sa respiration était irrégulière, correspondant à la mienne. L'air entre nous est devenu épais, chargé, impossible à ignorer. Il s'est penché. Ou peut-être était-ce moi. Peu importait. La distance a diminué jusqu'à ce que je sente son souffle sur mon visage, jusqu'à ce que nos lèvres ne soient qu'à quelques centimètres l'une de l'autre, jusqu'à ce que je me retire rapidement, maladroitement. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Je ne peux pas. Marie, il y avait de la douleur dans sa voix. Je ne peux pas, ai-je répété, me levant, créant une distance physique entre nous. J'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas risquer de compliquer les choses. Si ça tourne mal, si je perds tout à nouveau, je ne peux pas. Julien est resté assis un long moment, la mâchoire tendue, les mains serrées sur les accoudoirs de la chaise. Puis il s'est levé lui aussi, hochant lentement la tête. Je comprends, mais il y avait une déception claire dans ses yeux, une douleur contenue et autre chose. Quelque chose d'intense qui me donnait envie de revenir sur ma décision, de jeter la prudence par la fenêtre et juste de ressentir. Il faut qu'on dorme. Ma voix était rauque. Réunion tôt demain. Oui. Il a commencé à retourner dans sa propre suite, mais s'est arrêté. Pour ce que ça vaut,
Je ne vous laisserai jamais rien perdre, mais je respecte votre décision. » Et puis il est parti, me laissant seul sur le balcon avec le cœur brisé et la certitude d'avoir fait le bon choix, même si ça semblait complètement faux. Ah, la semaine qui a suivi ce dîner, c'était un supplice. Non pas à cause du stress habituel, mais à cause de cette atmosphère lourde, tendue, comme si toute la maison attendait un signe, un dénouement. La distance entre Julien et moi, qui était jusque-là silencieuse, était devenue assourdissante. On se cherchait et on s'évitait en même temps, dans une danse pathétique que n'importe qui avec 2 yeux et un cerveau aurait remarqué. Je passais devant le couloir de son bureau plus de fois que nécessaire, espérant une rencontre fortuite. Il apparaissait dans mon bureau avec des excuses transparentes pour des documents qu'il aurait pu demander par email. Quand on se croisait, la conversation était trop professionnelle, forcée. Les regards duraient trop longtemps. Les silences en disaient plus que les mots. Et chaque interaction laissait mon cœur battre de manière erratique et mon esprit tourner en rond autour de choses auxquelles je ne devrais pas penser. Madame Dubois en avait officiellement assez de nos bêtises. Je l'ai trouvée dans la cuisine un jeudi matin, préparant le café, et la façon dont elle m'a regardé a clairement montré que sa patience était à bout. « Vous êtes 2 idiots », a-t-elle déclaré, sans préambule, posant la tasse devant moi avec plus de force que nécessaire. « Il vous aime. Vous l'aimez. Point. Qu'est-ce que vous attendez? Une intervention divine? » J'ai failli recracher mon café. « Madame Dubois, Ne me mentez pas, ma chère. Je suis trop vieille pour ça. » Elle s'est assise en face de moi, ses yeux gentils mais fermes. « J'ai travaillé ici pendant une décennie. Je connais Julien. Je l'ai vu avec d'autres femmes, vu des tentatives de relations qui duraient des semaines avant qu'il ne perde complètement tout intérêt. Il n'a jamais, jamais regardé qui que ce soit comme il vous regarde. C'est compliqué, ai-je marmonné, fixant ma tasse. Je travaille pour lui, je dépense de son salaire. Si ça tourne mal, et si ça tourne bien? » Elle a penché la tête. « Ma chère, la vie est trop courte pour laisser la peur décider pour vous. Et cet homme à l'étage est absolument amoureux. Je le vois dans la façon dont il prononce votre nom, dans la façon dont son visage change quand vous entrez dans une pièce. Il souffre tout autant que vous. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment, parce qu'elle avait raison. Et admettre ça à voix haute rendrait tout trop réel, trop effrayant. Ce qui m'amenait à un autre questionnement. C'était donc ça l'amour? Ce mélange d'envie folle, de peur viscérale, de joie inattendue et de douleur quasi constante? Franchement, ça ne vendait pas du rêve. Je me suis toujours imaginé l'amour comme un havre de paix, une évidence sereine. Mais ce que je vivais avec Julien, c'était une tempête perpétuelle, un équilibre précaire. Ça me rappelait cette époque où j'étais petite, dans une des familles d'accueil, et je me cachais sous les couvertures en écoutant les cris des adultes. Je rêvais alors d'un endroit où il n'y aurait que du calme. Mais avec lui, il n'y avait jamais de calme absolu, juste une tension délicieuse. Peut-être que le calme, ce n'était pas pour moi. Le vendredi, Julien avait la réunion, celle pour laquelle il s'était obsédé pendant des semaines, qui pouvait faire ou défaire un contrat de plusieurs millions d'euros, qui déterminerait l'avenir de toute une division de l'entreprise. Il était plus stressé que d'habitude, ce qui, pour Julien, signifiait qu'il vibrait pratiquement d'une tension contrôlée. Je l'ai trouvé dans le bureau à 6 heures du matin, déjà au travail, les cheveux en désordre d'avoir passé les mains dedans à plusieurs reprises, sa chemise froissée comme s'il avait dormi dedans, ce qui était probablement le cas. « Bonjour », j'ai essayé de paraître normal. « Café, s'il vous plaît. » Il n'a même pas levé les yeux des papiers étalés sur le bureau. « Et si vous pouviez trouver comment ajouter 3 heures à la journée, ce serait super aussi. » Je suis allé à la cuisine, j'ai préparé le café comme il l'aimait, fort et sans sucre,
et j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai pris un post-it, j'ai écrit rapidement, et je l'ai collé sur la tasse avant de la lui rapporter. J'ai laissé le café sur son bureau, je suis retourné à mon bureau avant de pouvoir voir sa réaction. Mais à travers la porte entr'ouverte, j'ai vu quand il a pris la tasse, a vu la note et s'est arrêté complètement. Ses épaules se sont détendues. Un petit sourire authentique a courbé ses lèvres. Il a touché le papier jaune délicatement, comme si c'était quelque chose de précieux. Vous allez cartonner. Vous cartonnez toujours. C'est tout ce que disait la note. Simple, vrai et apparemment suffisant pour désarmer complètement l'homme le plus contrôlé que je connaissais. La journée s'est passée dans un brouillard de nervosité par procuration. Je savais que la réunion était à 14 heures, qu'elle durerait au moins 3 heures, que tout dépendait de la façon dont il présenterait les chiffres. J'ai essayé de travailler, mais je me suis surprise à regarder l'horloge toutes les 5 minutes. À 17h30, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas rapides, une énergie différente de l'ordinaire. Je me suis levé de ma chaise automatiquement, mon cœur battant la chamade. Julien est apparu dans l'embrasure de mon bureau et son visage a tout dit. Yeux brillants, sourire immense, cette énergie euphorique que je voyais rarement chez lui. On a eu le contrat. Sa voix est sortie forte, joyeuse, complètement différente de son ton habituellement maîtrisé. On l'a bouclé, toutes les conditions qu'on voulait, c'était parfait. Je me suis levé sans réfléchir, heureuse pour lui d'une manière viscérale qui allait au-delà du professionnel. Julien, c'est incroyable. Je savais que vous pouviez le faire. Et puis, sans planifier ni réfléchir rationnellement, nous nous sommes serrés dans les bras, ses bras autour de moi, fermes et chauds, me tirant contre sa poitrine. Mes bras autour de son cou, sentant les muscles se tendre sous sa chemise. L'odeur du parfum mêlée à quelque chose qui n'était que lui. Enveloppant et familier et complètement addictif. L'étreinte aurait dû durer 3 secondes, 4 au maximum. La durée socialement acceptable pour une célébration professionnelle. Mais elle a dépassé 5, 6, 7 et aucun de nous ne s'est éloigné. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait contre la mienne, sa respiration devenant plus profonde. J'ai senti ses doigts bouger légèrement sur mon dos. Pas un contact conscient, juste une réaction automatique. Quand nous nous sommes enfin séparés, ce fut lent, réticent, mais nous ne nous sommes pas complètement éloignés. Ses mains toujours sur ma taille, les miennes toujours sur ses épaules, trop proches, trop dangereuses. Nos yeux se sont rencontrés et le monde s'est arrêté. Ce n'était pas la première fois que nous nous regardions. Mais c'était la première fois sans barrière, sans faux-semblant, sans la protection du professionnalisme, juste nous. Juste la vérité brute et terrifiante de ce que nous ressentions. Marie. Sa voix est sortie rauque, chargée. Mon prénom sonnait différemment sur ses lèvres, comme une prière et une question en même temps. La réalité m'a frappé comme de l'œil froide. J'ai reculé, mes mains tombant de ses épaules. Non, Julien, on ne peut pas. Pourquoi pas? Il a fait un pas en avant, comblant la distance que j'essayais de créer. Donnez-moi une vraie raison. Vous êtes mon patron. Les mots sont sortis désespérés. Je dépends de ce travail. Je ne peux pas risquer. Et si je n'étais pas votre patron? Ses yeux étaient intenses, pénétrants, voyant à travers toutes mes excuses. Et si on changeait ça? Mais vous l'êtes. J'ai croisé les bras, essayant de créer une barrière entre nous. C'est la réalité. Alors virez-moi. Les mots sont sortis impulsifs, presque désespérés. Marie, virez-moi maintenant. Vous êtes virée. J'ai ri, mais le son est sorti sans humour, presque hystérique. Julien, je suis sérieuse. Il a passé les mains dans ses cheveux, la frustration clairement lisible dans chaque ligne de son corps. Je ne peux plus faire semblant que ce n'est que professionnel. Je pense à vous constamment. Quand je voyage, je compte les heures jusqu'à mon retour.
Quand vous êtes dans la même pièce, je ne peux me concentrer sur rien d'autre. Seulement vous, toujours vous. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Vous êtes un milliardaire. Je suis l'étudiante fauchée qui s'est endormie dans votre voiture. Ça n'a pas de sens. Ça ne marcherait pas. Ça a parfaitement de sens. Il s'est approché de nouveau, lentement, comme s'il approchait quelque chose de sauvage qui pourrait s'enfuir. Vous êtes la seule personne qui me voit vraiment. Pas mon argent, pas mon statut, pas le PDG, juste moi et le Mountain. Et moi, je vous vois. La femme forte, intelligente, sarcastique qui s'est introduite dans ma voiture et a tout changé. Julien, s'il vous plaît, ma voix s'est sortie brisée. Ne rendez pas ça plus difficile. Difficile? Il était trop près maintenant, si près que je sentais la chaleur irradiante de son corps. Ce qui est difficile, c'est d'être près de vous et de faire semblant de ne pas vouloir vous toucher. Ce qui est difficile, c'est d'entendre votre voix et de ne pas me perdre dans le son. Ce qui est difficile, c'est de vous voir tous les jours et de ne pas pouvoir vous avoir. Et puis, avant que je ne puisse respirer ou penser ou protester, ses lèvres étaient sur les miennes. Le baiser était tout ce que j'avais imaginé et rien de ce à quoi je m'attendais. Ce n'était ni doux ni hésitant. C'était profond et désespéré, avec des mois de tension explosant d'un coup. Ses mains sur mon visage, me tenant comme si je pouvais disparaître. Ses doigts dans mes cheveux, défaisant le chignon que j'avais mis ce matin. Mes bras autour de son cou, le tirant plus près, impossible de ne pas répondre avec la même intensité. Son goût, café et quelque chose de sucré, était complètement addictif. Le son grave qu'il a fait quand j'ai approfondi le baiser, guttural et pressant. Nous nous sommes déplacés ensemble jusqu'à ce que mon dos heurte la bibliothèque derrière moi. Les livres ont tressailli, je m'en fichais. Rien n'avait d'importance sauf la sensation de lui contre moi. Ses lèvres sur les miennes. La façon dont le monde disparaissait et il n'y avait que nous. Quand nous nous sommes enfin séparés pour respirer, son front contre le mien. Tous les deux haletants. La réalité est revenue avec une force brutale. Je ne peux pas. Je me suis éloigné, posant mes mains sur sa poitrine pour créer de la distance. Julien, je ne peux pas. Si ça tourne mal, je perds mon emploi. Je perds ma maison. Je perds tout. J'ai trop à perdre. Et si je vous promettais que vous ne perdriez jamais rien, ses mains toujours sur ma taille, ses pouces traçant des cercles à travers ma blouse. Marie, même si nous rompions, je ne vous laisserai jamais sans rien. Jamais. Vous ne pouvez pas promettre ça. J'ai secoué la tête, les larmes brûlant mes yeux. Les relations se terminent. Les gens changent d'avis. Je ne peux pas dépendre de promesses. Je ne veux pas que ça se termine. Sa voix est devenue plus basse, vulnérable d'une manière que je n'avais jamais entendue. Marie, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Pour personne, ça me fait peur. Ça me fait tellement peur que parfois je n'arrive pas à respirer en y pensant. Mais vous savez ce qui me fait plus peur? L'idée de vous perdre, de ne jamais savoir ce que nous pourrions être. J'ai plongé mes yeux dans les siens, y voyant la vérité. Peur et désir se mêlant à une vulnérabilité complète. Julien Leblanc, l'homme qui commandait des salles remplies de cadres, qui déplaçait des millions d'un mot, était émotionnellement nu devant moi. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour dire que j'avais peur aussi, que je voulais aussi prendre le risque, que peut-être nous pouvions. Le téléphone a sonné fort, strident, détruisant complètement le moment. Nous avons regardé l'appareil sur le bureau comme s'il s'agissait d'une bombe. Sophie, son nom clignotait sur l'écran. Répondez. Julien s'est éloigné, passant les mains dans ses cheveux. Ça pourrait être important. J'ai répondu avec des mains tremblantes. Sophie? Marie, désolé de t'appeler au travail, mais on a une urgence. Sa voix était tendue, stressée. L'appartement, la plomberie a explosé. Tout est inondé. Vraiment tout. Les pompiers sont là.
Ils ont dit qu'il faudrait partir au moins 2 semaines pour les réparations. Mon estomac s'est serré. Quoi? Moi, je vais chez Jason. Mais toi, où vas-tu loger? Sophie semblait sincèrement inquiète. On n'a pas d'assurance locataire, donc ils ne nous relogeront pas. J'ai regardé Julien, qui me regardait intensément, entendant clairement au moins ma partie de la conversation. Je ne sais pas, je trouverai quelque chose. Marie, je suis désolé, je sais que c'est le pire moment. Sophie a soupiré. Mais il faut que tu viennes récupérer ce que tu peux avant qu'il ne ferme l'immeuble. J'arrive, j'ai raccroché, regardant Julien avec une expression qui devait paraître aussi perdue que je l'étais. Mon appartement est inondé. Il faut que j'y aille. J'envoie la voiture. Il était déjà en train de prendre son téléphone, composant un numéro. Pierre va vous y conduire. Et Marie, il s'est arrêté, ses yeux sur les miens. Vous avez un endroit où loger ici, toujours. L'offre a plané entre nous, lourde de sens. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement. Il s'agissait de tout. De nous. Je vais y penser, ai-je marmonné, attrapant mon sac. Il faut que j'y aille. Je suis parti avant de pouvoir voir son expression, avant que la tentation de retourner et de finir ce que nous avions commencé ne devienne impossible à résister. Dans la voiture, touchant mes lèvres, encore gonflé par le baiser, j'avais l'impression que l'univers complotait. L'appartement inondé, son offre, le baiser qui changeait tout. Peut-être que certaines choses étaient inévitables. Peut-être que lutter contre cela était aussi futile que de lutter contre la marée. Peut-être, juste peut-être, était-il temps d'arrêter d'avoir peur et de commencer à vivre. Mais d'abord, il fallait que je gère la catastrophe de l'appartement. Parce qu'apparemment, quand ça commence à pleuvoir, ça tombe à verse. L'appartement était détruit. Il n'y avait pas d'autre mot pour décrire ce que j'ai trouvé en arrivant. De l'eau partout. L'odeur de moisi commençait déjà à s'installer. Les quelques meubles que nous avions étaient trempés et ruinés. Les pompiers avaient bouclé la zone, nous permettant seulement de récupérer l'essentiel avant de fermer complètement l'immeuble. Sophie était dans le couloir avec Jason, son petit ami, entouré de valises improvisées. Ses yeux étaient rouges, mais elle essayait de garder son sang-froid. J'ai réussi à sauver nos vêtements et quelques livres. Le reste, elle a fait un geste vers le désastre derrière elle, devra être remplacé. Combien de temps avant qu'on puisse revenir? Ai-je demandé aux pompiers qui coordonnaient l'opération. Au moins 2 semaines pour les réparations structurelles, peut-être 3. Il a consulté son presse-papier. Et vous devrez engager une entreprise de nettoyage spécialisée ensuite. Ça va être cher. Cher, bien sûr que ça le serait. Tout l'était toujours. J'ai regardé mes affaires empilées dans des sacs en plastique et j'ai senti le poids familier de l'incertitude financière serrer ma poitrine. Où allais-je rester? Comment allais-je payer pour un nettoyage spécialisé? L'assurance du propriétaire couvrirait l'immeuble, mais nos biens personnels n'étaient pas assurés. Tu peux rester avec nous, a offert Jason. Mais son expression rendait clair que c'était plus de la politesse que du désir réel. Son appartement était minuscule, il contenait à peine lui et Sophie. Je ne vais pas vous déranger, j'ai forcé un sourire. Je trouverai quelque chose. Sophie m'a tiré à part, loin de Jason. Tu sais que tu as un endroit où rester, n'est-ce pas? Julien t'a pratiquement offert toute la maison. C'est compliqué, ai-je marmonné, sentant le fantôme du baiser encore brûler sur mes lèvres. La vie est compliquée. Elle m'a serré la main. Mais tu n'as pas à tout traverser seul. Il se soucie de toi, Marie. Vraiment. Et toi, tu te soucies de lui. Parfois, il faut accepter l'aide. J'ai attrapé ce que je pouvais sauver. J'ai dit au revoir à Sophie et je suis retourné à la voiture où Pierre m'attendait patiemment. Pendant tout le trajet de retour vers la maison de maître, j'ai regardé par la fenêtre, le téléphone pesant lourd dans ma poche. Devrais-je appeler Julien? Chercher un hôtel bon marché? Essayer de trouver une auberge de jeunesse?
Mais la vérité était que je n'avais pas d'argent pour un hôtel pendant des semaines. Et l'idée de rester n'importe où qui ne serait pas près de lui, surtout après ce baiser, me semblait fausse d'une manière viscérale. Julien m'attendait à mon arrivée. Pas dans son bureau en train de travailler comme toujours, mais dans le hall d'entrée, les mains dans les poches, son expression tendue d'inquiétude. Ses yeux sont allés droit au sac que je portais. C'est tout ce que vous avez pu sauver. Sa voix avait une pointe de colère qui ne m'était pas destinée. La plupart. J'ai posé les sacs par terre, trop fatigué pour garder les apparences. Le reste est détruit. Restez ici. Ce n'était pas une demande ou une suggestion, c'était une affirmation. La chambre d'amis est la vôtre aussi longtemps que vous en aurez besoin. Pas de discussion. Julien, ai-je commencé, mais il m'a coupé. Temporairement, a-t-il ajouté, comme si cela rendait l'offre moins chargée de sens, jusqu'à ce que l'appartement soit prêt. Ça a du sens. Vous travaillez déjà ici. Vous êtes déjà ici la plupart du temps. C'est pratique. Pratique. Comme si la praticité était la raison pour laquelle nous savions tous les deux que cela changerait tout. D'accord, j'ai cédé parce que je n'avais pas vraiment le choix, et parce que honnêtement, je ne voulais pas le choix. Je voulais rester. Je voulais être près de lui. Je voulais voir ce qui pouvait arriver si nous arrêtions de lutter contre l'inévitable. Temporairement, le sourire qui a traversé son visage était petit mais sincère. Je vais demander à Madame Dubois de préparer la chambre. Dans les premiers jours, j'ai essayé de garder mes distances, d'utiliser la chambre juste pour dormir, de passer le minimum de temps possible dans les espaces communs, d'agir comme si vivre là était purement transactionnel. Mais la maison avait une façon d'abattre les barrières. Comme quand je me suis réveillé tôt un mardi et que je suis descendu faire du café, seulement pour trouver Julien déjà dans la cuisine, pieds nus et endormi, préparant des œufs brouillés. « Bonjour » a-t-il dit, sa voix encore empreinte de sommeil. « Vous voulez déjeuner ?» Et d'une certaine manière, nous nous sommes retrouvés assis à l'îlot de la cuisine, mangeant ensemble pendant que le soleil se levait à travers les immenses fenêtres, parlant de choses sans importance, de projets pour la journée, d'une drôle de nouvelle qu'il avait lue. Domestique, normal, comme si nous faisions ça depuis des années. Ou comme ce jeudi soir quand je suis rentré tard des cours et que j'ai trouvé Julien sur le canapé du salon, regardant un documentaire sur l'économie comportementale. « Celui-là est bien », ai-je commenté, m'arrêtant à la porte. « Voulez-vous le regarder ?» Il a fait un geste vers l'espace à côté de lui sur le canapé. J'aurais dû refuser. J'aurais dû aller dans ma chambre, garder la distance de sécurité. Mais je me suis retrouvée assise, laissant d'abord un espace respectable entre nous, jusqu'à ce que le documentaire devienne intéressant, jusqu'à ce que je me penche pour mieux voir un graphique, jusqu'à ce que d'une certaine manière, nous nous retrouvions côte à côte, épaule contre épaule, partageant le même bol de popcorn. Quand l'émission s'est terminée, aucun de nous n'a bougé. Nous sommes restés là dans le silence confortable de la maison endormie, trop conscients l'un de l'autre. Je devrais aller dormir, ai-je marmonné, mais je n'ai pas bougé. Vous devriez, a-t-il convenu, ne bougeant pas non plus. Nous sommes restés encore 15 minutes avant que la raison ne prenne le dessus, et je me suis finalement levé, murmurant « bonne nuit », et j'ai pratiquement couru jusqu'à ma chambre. Madame Dubois observait tout avec ce sourire entendu, mais elle avait la sagesse de ne pas commenter. Elle s'assurait juste que nous dînions ensemble quand Julien rentrait tard, que le petit déjeuner était prêt pour nous deux, que nous avions constamment des raisons de partager le même espace. La domesticité était addictive, dangereuse. Je me surprenais à atteindre avec impatience ces moments ensemble, les cafés du matin et les films du soir. Je me surprenais à mémoriser les petits détails sur lui. Comment il aimait son café quand il était trop fatigué pour réfléchir. Le son de son rire quand quelque chose l'amusait vraiment. Et à son regard, il faisait la même chose. Mémoriser, apprendre,
tombé plus profondément, tout comme moi. Un vendredi soir, 2 semaines après mon emménagement, nous regardions un autre film, une comédie à laquelle aucun de nous ne prêtait vraiment attention. J'étais fatigué, épuisé par une longue semaine de cours et de travail et d'émotions confuses. Le canapé était confortable. Julien était chaud à côté de moi et sans m'en rendre compte consciemment, ma tête s'est retrouvée posée sur son épaule. Je l'ai senti se tendre une seconde, puis se détendre. Son bras s'est posé autour de mes épaules, me tirant légèrement plus près. En sécurité, confortable, bien. Je vais juste fermer les yeux 1 minute, ai-je marmonné, déjà à moitié endormi. Bien sûr, sa voix sonnait amusée, affectueuse. Juste 1 minute. Je me suis endormi là, sur son épaule, de la même manière que je m'étais endormi dans sa voiture des mois auparavant. Seulement cette fois, ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Je me suis réveillé brièvement en le sentant me soulever, ses bras forts me tenant contre sa poitrine. J'aurais dû protester, dire que je pouvais marcher, mais j'étais chaude et en sécurité et trop fatigué pour m'en soucier. Julien, ai-je marmonné à moitié endormi. Chut, je te mets juste au lit. Sa voix était basse, douce. Dors. Merci. Les mots sont sortis indistinctement alors que je retombais dans ce sommeil. Je n'ai pas vu quand il m'a déposé sur le lit, quand il a remonté la couverture jusqu'à mon menton. Je n'ai pas vu quand il s'est arrêté à la porte, regardant en arrière où je dormais. Je n'ai pas entendu quand il a chuchoté, si bas que ça aurait pu être une imagination. Comment vais-je vous laisser partir? Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui entrait par la fenêtre, avec la certitude absolue que nous ne pouvions pas continuer comme ça. À danser l'un autour de l'autre, à faire semblant que c'était temporaire, que ça ne signifiait rien. Quelque chose devait changer. J'ai trouvé Julien dans la cuisine, déjà habillé pour la journée, buvant son café tout en lisant quelque chose sur sa tablette. Il a levé les yeux quand je suis entré, et son expression a changé, devenant plus douce, plus ouverte. « Bonjour, bien dormi ?» a-t-il demandé, et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Une nouvelle intimité qui n'était pas là avant. « Julien, il faut qu'on parle. » Les mots sont sortis avant que je ne perde mon courage. Il a mis la tablette de côté immédiatement, toute son attention sur moi. « À propos de... » J'ai pris une profonde inspiration. « À propos de ça. De nous. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas. » Marie, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît. » J'ai attendu qu'il hoche la tête avant de continuer. « Vous me faites peur, ça me fait peur, la façon dont je me sens quand je suis près de vous. Quand vous me regardez, quand vous m'embrassez, je n'ai jamais rien ressenti de tel. Et j'ai peur que si je me laisse ressentir complètement, si je tombe vraiment amoureuse, vous réalisiez que vous pourriez avoir quelqu'un de mieux et que je serais détruite. Il n'y a pas de mieux. » Julien s'est levé, contournant l'îlot pour être près de moi. « Marie, je ne peux plus faire semblant non plus. Je vous aime complètement, d'une manière qui me fait peur parce que je n'ai jamais aimé personne comme ça. Jamais voulu passer chaque seconde avec quelqu'un. Jamais eu l'impression d'avoir besoin d'une autre personne pour respirer correctement. Des larmes brûlaient dans mes yeux. Je vous aime aussi. Mais comment ça marche? Je travaille toujours pour vous. Comment séparons-nous le professionnel du personnel? Alors nous le changeons. Il a pris mes mains, ses pouces caressant mes phalangées. Voulez-vous continuer à travailler? Oui, ai-je répondu immédiatement. Mais pas comme votre assistante. Pas si nous sommes ensemble. Je ne peux pas mélanger comme ça. J'ai besoin d'autonomie, d'indépendance. Madame Dubois envisage de prendre sa retraite, et dit Julien lentement, comme s'il envisageait l'idée en parlant. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la propriété, diriger le personnel de maison, un salaire plus élevé, une autonomie totale. Vous seriez la patronne. Ou, il a hésité,
Je peux vous aider à trouver un poste dans une autre entreprise si vous préférez une distance complète. J'ai réfléchi aux options. Travailler ailleurs signifierait une séparation, une indépendance claire, mais cela signifierait aussi moins de temps ensemble, moins de moments comme les cafés du matin et les films du soir. Et l'idée de gérer la propriété, d'avoir mon propre domaine au sein de la maison que j'aimais déjà, était séduisante. Je veux rester, ai-je décidé, lui serrant les mains. Ici, avec vous, mais en tant qu'égal, pas en tant qu'employé dépendant. Je ne veux jamais qu'il y ait de doute que nous sommes ensemble parce que nous avons choisi de l'être, pas parce que j'ai besoin d'argent ou de la maison. Son sourire était lumineux, transformant tout son visage. C'était toujours égal. Dès le moment où vous vous êtes réveillé en ronflant dans ma voiture, envahissant ma vie et changeant absolument tout. Je ne ronfle pas, ai-je protesté, mais je souriais aussi, les larmes coulant enfin. Si, il m'a tiré plus près, ses mains en encadrant mon visage, ses pouces essuyant les larmes légèrement. C'est adorable. Et puis nous nous sommes embrassés de nouveau, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait pas de désespoir, ni de peur, ni d'hésitation. C'était de la certitude, une promesse, un commencement. Quand nous nous sommes séparés, à bout de souffle et souriant, Julien a posé son front contre le mien. Alors, on fait ça officiellement. Officiellement, ai-je confirmé, mais je vous rembourse ce que vous avez dépensé pour mes études. Ce n'est pas un cadeau, c'est un prêt. Il a levé les yeux au ciel, mais il souriait. Vous êtes impossible. Et vous le saviez quand vous m'avez offert le travail. Oui, il m'a embrassé de nouveau, léger et doux. Et c'est exactement pourquoi je l'ai offert. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de changements et d'ajustements. Madame Dubois m'a personnellement formé pour reprendre la gestion de la propriété, visiblement ravie de l'évolution romantique. Je l'ai su dès le premier jour, a-t-elle dit avec ce sourire satisfait. Vous deux étiez trop évidents. L'appartement a finalement été réparé, mais je n'y suis jamais retourné. Sophie a compris. Heureuse pour moi d'une manière authentique que seuls les meilleurs amis peuvent l'être. Tu mérites ça, a-t-elle dit quand je l'ai aidé à déménager ses affaires. Tu mérites d'être heureuse et il te rend heureuse. Il le faisait. Julien me rendait incroyablement heureuse. Non pas d'une manière parfaite ou sans problème, car la vraie vie n'est pas un conte de fées. Nous nous disputions occasionnellement, étions en désaccord sur de petites choses, avions des jours difficiles, mais nous revenions toujours l'un vers l'autre. Parlions toujours. Nous souvenions toujours pourquoi nous avions choisi ça. J'ai continué mes études, insistant pour payer mes propres frais de scolarité avec mon nouveau salaire. Julien a accepté à contre-cœur, voulant clairement discuter, mais respectant mon besoin d'indépendance. C'était ce respect, cette compréhension mutuelle qui rendait la relation réelle. 6 mois après le début officiel, Sophie est venue nous rendre visite un samedi après-midi. Elle a trouvé Julien et moi dans ta cuisine. Lui essayant de cuisiner une recette compliquée qu'il avait vue en ligne et échouant lamentablement. Moi riant tellement que j'avais mal au ventre. Tous les deux complètement à l'aise et ridiculement domestiques. Qui l'aurait cru? A dit Sophie, appuyée contre l'embrasure de la porte avec ce sourire entendu. Elle s'est endormie dans la mauvaise voiture et s'est réveillée dans un conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées, ai-je corrigé, volant un morceau de ce que Julien était en train de détruire. C'est réel, chaotique parfois, mais réel, et parfait comme ça. Julien m'a tiré par la taille, m'embrassant le haut de la tête. J'ai levé les yeux vers lui, vers ses yeux qui me connaissaient complètement, vers ce sourire qui n'était que le mien, et j'ai acquiescé. C'était parfait, non pas au sens des films, mais au sens de juste, de choisi, de nôtre. Plus tard ce soir-là, après le départ de Sophie et la cuisine nettoyée du désastre culinaire de Julien, nous sommes allés nous promener. Juste nous, la nuit étoilée et sa voiture qui nous attendait dans le garage. Je me suis glissé sur la banquette arrière exprès, un sourire aux lèvres.
Julien est monté juste après, son sourcil levé d'amusement. Encore en train de vous introduire dans ma voiture? A-t-il demandé, son ton plein d'affection. Techniquement, j'habite ici maintenant, ai-je répondu, me blottissant contre lui. La moitié de la voiture est à moi. La moitié de tout est à moi. Techniquement, tout ce qui est à moi est à vous. Il m'a serré plus fort, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser qui me faisait encore battre le cœur, même après des mois. Comme c'est romantique, ai-je marmonné contre sa bouche, et financièrement discutable. J'ai appris des meilleurs. Il a souri, ce sourire qu'il gardait juste pour moi. Nous sommes restés là quelques minutes de plus avant de finalement rentrer. Dans la maison qui était la nôtre, dans la vie que nous avions construite ensemble. Et en marchant main dans la main, j'ai pensé à comment tout avait commencé. Une erreur. Monter dans la mauvaise voiture, dormir là où je n'aurais pas dû, envahir la vie d'un inconnu. Parfois, les erreurs vous mènent exactement là où vous devez être. Parfois, s'endormir dans la mauvaise voiture vous conduit au bon endroit, avec la bonne personne, à construire quelque chose de réel, quelque chose de fort, quelque chose qui valait chaque moment de peur et d'hésitation. Et oui, je ronfle encore un peu parfois. Personne ne me laisse jamais l'oublier. Et honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas vrai? La vie est faite de ces petites imperfections et la nôtre est loin d'être un tableau parfait. C'est juste la nôtre. Et ça me suffit amplement.